Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à cette émission qui évoque toutes les questions de développement humain, social, culturel et infrastructurel. Cette politique est une émission de la rédaction de Canal 7 et donc se permet de poser les questions susceptibles d'intéresser directement les journalistes. L'une d'entre elles est au cœur de ce qui peut être présenté comme un malaise pour une corporation présentée comme un corps d'élite. Il s'agit de la question de la formation des journalistes. Pouvons-nous réellement aujourd'hui présenter le métier de journaliste comme un métier d'excellence? En d'autres termes, les journalistes sont-ils suffisamment formés au Gabon pour appartenir à une corporation qui suscite encore beaucoup d'intérêt et d'admiration? Autant de questions qui rappellent qu'il y a problème, mais qu'il n'y a pas fatalité. Il s'agit de questions qui ont le mérite de nous projeter dans l'avenir et donc de s'inquiéter, entre autres, pour les structures de formation privées et publiques, notamment pour celle de l'Université Mabongo programmée pour disparaître. Pour en parler sur ce plateau, je reçois deux éminents professionnels de la presse, Jean-Pascal Ndon, à ma gauche. Il est ancien de TV+, et de Radio Nostalgie, dont il a été le directeur général. Jean-Pascal Ndon est par ailleurs connu pour son combat pour la liberté de la presse et la protection des hommes des médias en tant que représentant de l'Union internationale de la presse francophone au Gabon. Il est aussi représentant de l'École supérieure de journalisme de Paris au Gabon. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication. L'autre invité de cette émission est Télésphore Obamungomo, à ma droite, journaliste également, blogueur connu et surtout directeur de publication du journal Le Verbe Ngomo. Messieurs, bonsoir. 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 Est-ce que la présentation que je fais de vous sied, Jean-Pascal? Ça peut aller. Alors moi, je rajouterais juste un élément, c'est que je suis communicant. Au-delà de l'aspect journalistique, il y a également la partie communicant, c'est-à-dire celui qui aide les hommes politiques dans toute leur démarche de communication. C'est juste l'élément que je pouvais rajouter. Ça veut dire que 2016 s'annonce assez bien pour vous? Si éventuellement les différents candidats me contactent. Alors, première question, on parle de journalistes. Ceux qui ne sont pas de la corporation définissent toujours mal le journaliste. Finalement, c'est quoi un journaliste? Jean-Pascal Ndon. Un journaliste, c'est celui qui fait du journalisme, qui pratique du journalisme. Mais il y a une définition que nous pouvons aujourd'hui trouver dans plusieurs cadres législatifs. Pour ce qui est du Gabon, l'ancienne loi, enfin, qui est toujours de mise parce que la nouvelle loi sur la liberté de la communication au Gabon n'a pas encore été votée. Le code de la communication, donc l'ancienne loi, définit le journaliste de deux façons. La première, le journaliste, c'est cette personne qui a fait des études de journalisme et des études qui ont été sanctionnées par un référent académique. La deuxième définition, c'est cette personne qui exerce ce métier depuis au moins 2 ans et qui tire l'essentiel de ses revenus de la pratique de ce métier. Voilà comment la loi gabonaise définit le journaliste. Quelle est la définition qui vous sied le plus? C'est-à-dire que il y a d'une part celui qui a été formé à l'école de journalisme, il y a d'autre part celui qui pratique le métier depuis 2 ans, donc qui n'est pas issu d'une école de journalisme. Quelle est celle qui vous paraît la plus proche de la réalité au Gabon? Alors, Jean-Pascal a donné une très bonne définition, une très bonne approche au regard des dispositions légales. C'est-à-dire les deux approches énoncées. Mais celle qui me semble correspondre à la réalité quand même, c'est celle, la première définition. Il faudrait quand même que lorsqu'on exerce un métier, on puisse avoir eu une formation idoine et ensuite répondre par ailleurs à tous les critères dans l'application même de ce qu'on a eu à recevoir comme référent académique. Alors, venir comme ça dans un métier, commencer à exercer, apprendre dans le tas, pour parler un peu de manière simple, apprendre dans le tas, ne donne pas toujours toute l'élégance du métier. Ça, il faut le dire, toute l'élégance du métier. C'est la raison pour laquelle vous avez pu constater, pour prendre rien que la presse écrite au niveau du Gabon, de Libreville, on a quelquefois des canards extrêmement injurieux à l'endroit de la profession. Il y a des titres, lorsqu'on les voit, par exemple, quand quelqu'un écrit « La tuée de Mounana doit maintenant enlever son string », mais enfin, dans quelle école de journalisme on peut enseigner ce genre de propos? Ce n'est pas honorable pour la profession. Donc, c'est-à-dire que je suis contre la deuxième définition, si celle-ci n'est pas accompagnée de mesures d'une formation après. C'est-à-dire quelqu'un entre dans le métier parce qu'il est intéressé, mais par ailleurs,
il rentre directement sur le terrain, mais il va par la suite apprendre les rudiments même, les bases académiques du métier. Parce que ça permettrait de faire un bon complément pour après donner un journaliste plein. Par contre, d'autres, comme nous, on a commencé par aller sur les bords de l'école pour apprendre le métier. Maintenant, on vient mettre en pratique ce qu'on a eu à apprendre. D'autres ont une démarche inverse. Ils commencent par apprendre sur le tas, mais ils doivent par la suite aller repartir sur les bancs de l'école pour apprendre les fondements, les fondamentaux même du journalisme. Ça se pose, oui, Jean-Pascal. Pour renforcer justement la thèse que vient de développer Télésphore, et là c'est un peu le représentant de l'ESJ Paris qui parle, École supérieure de journalisme de Paris. Oui. C'est pourquoi justement aujourd'hui plusieurs écoles de formation de journalistes ont mis en place des passerelles justement pour permettre à ceux-là qui arrivent dans le métier comme ça, comme un cheveu dans la soupe, de procéder à ce qu'on appelle une validation des acquis de l'expérience, de sorte que, justement, les années qu'il aurait passées à exercer ce métier sans qualification soit comptabilisé, qu'on puisse l'évaluer et lui donner justement un référent académique. N'empêche que le journalisme, la formation ne s'arrête pas lorsqu'on a un diplôme. Il faut perpétuellement un renforcement de capacité, il faut perpétuellement justement être à l'affût de ce perfectionnement. Voilà. Cela suppose donc qu'il faut avoir des qualités intellectuelles et humaines. Est-ce que cela s'est vérifié au Gabon? Pardon? D'avoir des qualités intellectuelles et humaines, est-ce qu'il y a des qualités humaines et intellectuelles nécessaires pour pratiquer le journalisme lorsqu'on n'a pas évidemment été sur le banc de l'école de journalisme? Ben, écoutez, moi je dirais que même un maçon a besoin d'apprendre à aligner un mur. On ne devient pas maçon comme... ce n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Pour exercer un métier, il faut un minimum de formation, il faut être qualifié pour exercer un tel métier. Il y en a par amour du métier qui arrivent dans la corporation, mais ces derniers devraient avoir justement l'humilité de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent pour pouvoir avoir une formation adéquate pour exercer ce métier. Il ne suffit pas simplement d'avoir des qualités humaines pour exercer une corporation, pour appartenir à une corporation, pour exercer un métier, pas du tout. Je vais être entièrement d'accord avec Jean-Pascal et même vous dire que j'ai assisté déjà à un débat de cette même nature où je disais, mais est-ce que quelqu'un peut se lever un bon matin pour dire qu'il va venir exercer la médecine, il va devenir médecin? Non, il faut un minimum de formation. Et pour avoir cette capacité-là, il faut avoir effectivement des aptitudes, aussi bien humaines, mais surtout professionnelles également, pour pouvoir être à même, parce qu'un journaliste, mais il gère quand même l'information. Et l'information, lorsqu'elle est mal tournée, on veut aller aussi bien au drame que sur un plan de développement très apprécié. Donc, il faut quand même faire attention. Quand on exerce un métier, il faut avoir un certain nombre de valeurs morales, une certaine forme d'éthique, respecter la déontologie, sinon on va dans tous les sens. Et effectivement, quand on va dans tous les sens, on peut risquer de mettre le pays ou bien l'espace dans lequel on exerce en danger. Alors, Télésphore Bamgo, vous êtes quand même directeur de publication et souvent les médias, la presse écrite privée sont indexés. Est-ce que les médias, sous prétexte de manque de personnes qualifiées sur le marché, est-ce que les médias ne contribuent pas à faire entrer dans la profession des personnes qui ne doivent pas y être, finalement? Je répondrai oui. Et je crois que le tort n'est pas seulement donné aux personnes qui exercent. Le tort devrait également être porté sur les personnes qui embauchent ces personnes-là. Parce que quand même, quelqu'un peut avoir des aptitudes intellectuelles, il faut le dire, des aptitudes intellectuelles pour pouvoir travailler dans le domaine du journalisme. Mais ce qu'on disait avec Jean-Pascal, c'est qu'il faut un minimum de formation. Il faut un minimum de formation. Et lorsqu'on prend des gens, des pigistes, pour pouvoir exercer avec nous, travailler avec nous, et qu'on ne vérifie pas, on ne contrôle pas le travail qui est fait, qui est rendu, je peux vous garantir que les désastres sont plus colossaux
que la volonté de pouvoir valoriser le métier, de pouvoir valoriser les idées qui sont défendues. Et c'est un gros risque. Et je crois que ça va nous ramener sur les espaces de formation. On devrait également parler de ces espaces de formation. On va revenir sur les espaces de formation. Jean-Pascal Ndong, vous avez été directeur général d'une radio bien connue, Radio Nostalgie. Vous avez été à TV+, qui a été l'un des médias phares au Gabon. Est-ce que, je vais poser la question à Télésphore Bamungomo, les médias eux-mêmes et les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, ne contribuent pas finalement à dégrader le métier que nous pratiquons en faisant entrer justement des personnes qui peut-être ont un bon diplôme, un baccalauréat ou peut-être moins, mais qui ne sont pas forcément qualifiés? Ben, je dirais oui. Je dirais que ces derniers y contribuent, tout simplement parce que il y a encore beaucoup de lacunes sur le plan structurel au niveau des médias au Gabon. Il n'y a pas de convention collective. J'ai été directeur général de Radio Nostalgie tout en étant à TV+. Tous nos agents étaient rémunérés sur la base de la convention collective du secteur commerce. Et même là encore, convention collective du secteur commerce, d'accord, mais il y a quand même une stratification socio-professionnelle à partir de cette convention. Alors, le patron de presse qui met en place un journal, ben, il s'engouffre dans cette brèche parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun texte, il n'existe aucun élément qui impose à un patron de presse de rémunérer ses journalistes à hauteur de temps, de telle somme. Il n'y a rien du tout. Alors, moi qui suis patron de presse, je dirige une entreprise de presse, je vais bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. Et rien ne dit que cette main-d'œuvre bon marché est suffisamment formée pour exercer ce métier. Parce que c'est une relation de cause à effet. Hein. Lorsqu'une main-d'œuvre est bon marché, c'est que forcément, il n'y a pas de référent derrière. Parce que lorsqu'on a un référent, on exige d'être bien payé. Voilà. Alors, un métier, un corps où on trouve tout, presque n'importe quoi, le journalisme serait-il devenu une corporation fourre-tout? Vous en convenez? Oh, moi, vraiment, si je tire la réflexion par les cheveux, je dirais oui. Je dirais oui. Il y a quand même, on regarde quand même aujourd'hui la qualité du journalisme de manière globale au niveau du Gabon. Quand on regarde la presse écrite, la presse audiovisuelle, il y a beaucoup de n'importe quoi quand même. On n'est pas très fiers de soi lorsqu'à l'extérieur, on suit des chaînes gabonaises, certaines chaînes gabonaises, j'entends bien. Parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. On a vraiment du n'importe quoi. On a des rendus qui ne correspondent pas du tout à l'abécédaire du journalisme, tel que pratiqué dans les écoles de formation. Le journaliste ne va plus répondre à la question qui fait quoi, à qui, quand, comment. C'est vraiment un jet comme ça de propos qu'on aligne, on cherche une cohérence, et pire encore, quand on y intègre la politique politicienne, ça ne donne plus de grand-chose. Et après, quand on a des journalistes qui sont des journalistes commerçants, au lieu d'être des journalistes professionnels, qui respectent un tant soit peu la déontologie, j'insiste là-dessus, qui respectent un peu les codes de la profession, on ne peut pas être fier de ce comporter comme métier, dans la mesure où on regarde la masse qui tue le métier, la masse non qualifiée qui tue le métier. Des journalistes professionnels au Gabon, il y en a. Il faut le reconnaître, il y en a. Et de très très bonnes factures, qui sont d'ailleurs très respectées à l'international. Parce que ce sont des personnes bien formées, qui ont eu à exprimer et à expérimenter leur qualification à l'extérieur, à travers des stages, à travers des colloques, des rencontres, des invitations. Il y a des journalistes au Gabon, notamment Jean-Pascal Ndong, qui reçoivent des invitations à l'international. S'il n'était pas qualifié, s'il n'était pas professionnel, mais je ne pense pas qu'il recevrait des invitations de l'extérieur. Non, il y a au Gabon des journalistes bien formés, là j'ai envie de dire mal exploités ou sous-exploités. Et puis, il faut également ajouter, fourre-tout, oui, mais je vais quelque peu relativiser dans ce sens que les responsabilités sont partagées, aussi bien au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau de la corporation. Et c'est par rapport à cela qu'il est utile. Bon, il y a des efforts qui sont perceptibles. Déjà, il faut saluer
par exemple l'instauration de la Commission nationale de la carte de presse, qui permet aujourd'hui de filtrer plus ou moins les entrées. Je parle dans la généralité, hein. Les formes n'y sont peut-être pas, parce que sous d'autres cieux, ce ne sont pas les pouvoirs publics, en l'occurrence le ministère de la Communication, qui délivre une carte de presse, parce qu'il n'y a pas mieux placé que des pairs pour juger de la qualité et de la capacité d'un professionnel. Et au niveau de la corporation, je pense qu'il y a lieu également de renforcer ce qu'on appelle des instruments d'autorégulation. Parce que l'expérience a prouvé que les institutions de régulation qui existent aujourd'hui, ce sont des institutions qui sont plus ou moins affiliées aux différents pouvoirs en place. Donc, il faudrait qu'il y ait également un renforcement au niveau des institutions d'autorégulation qui nous mettrait, nous, journalistes, face à nos propres responsabilités. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions interpeller un confrère qui n'aurait pas respecté les normes en matière de déontologie, en matière d'éthique, quant à la publication d'un article. Je n'oserais pas reprendre le titre que Télésphore a sorti tout à l'heure. Bien évidemment, j'ai lu cet article et c'est vraiment dommage qu'un journaliste qui se veut journaliste puisse écrire ça et de surcroît à la une d'une publication. C'est grave. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette volonté de nous organiser et de parfaire la qualité du travail que nous faisons. Alors, nous n'avons pas le temps, enfin, vous parliez de la capacité de s'organiser, et pourtant, vous êtes l'un des représentants quand même de la presse internationale au Gabon, puisque vous êtes représentant résident de l'Union... L'UPF, l'Union voilà, internationale de la presse francophone. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour encadrer et diminuer les risques de déviation? Bien, écoutez, l'Union internationale de la presse francophone est un organe consultatif et non délibératif. Et puis, c'est un mouvement associatif. Et qui dit mouvement associatif dit volontariat. En général, dans nos sociétés, ce n'est pas souvent que les journalistes courent adhérer à une association qui pourtant est là, non seulement pour mettre en place des projets de formation, des projets de développement de la corporation, mais également des projets de défense des droits des journalistes. Cette association est là, elle existe, elle est connue de tout le monde, mais en matière d'adhésion, malgré le plaidoyer qui est fait, et je vais vous surprendre, le 24 novembre, justement, se tiennent à Lomé les assises de la presse francophone, donc les assises de l'UPF, dans quelques semaines. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je fais l'objet d'une cour assidue de plusieurs confrères qui veulent venir à Lomé, qui ne sont même pas membres de l'UPF. Donc, pour beaucoup, l'UPF existe quand il faut voyager, lorsqu'il y a des agapes, mais lorsqu'on parle de mener une réflexion intellectuelle sur le développement de notre métier, ce n'est pas souvent que les journalistes sont au rendez-vous. Alors, si on vit de la majorité des médias de leur personnel non formé, on se retrouverait avec disons, beaucoup de médias qui auront disparu, qui se retrouvent avec une ou deux personnes donc, dans la rédaction. Est-ce que ce n'est pas finalement mettre aussi en péril la liberté de la presse? Mais je dirais non. Je ne suis pas, comme beaucoup d'ailleurs, pour la quantité, quand la qualité n'y est pas. Autant avoir très peu d'organes de presse de bonne facture que d'en avoir des milliards et de très mauvaises factures. Finalement, qu'est-ce qu'on recherche en réalité quand on crée un organe de presse? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche à exercer le métier? Ou bien est-ce qu'on recherche à se faire de l'argent, mais vraiment du commerce pur et dur, sans tenir compte de la partie professionnelle, c'est-à-dire le journalisme même? C'est là qu'il faut vraiment qu'on repose ces questions qui sont des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on crée un organe de presse? Est-ce qu'on cherche à se faire de l'argent? Est-ce qu'on cherche à se faire à se constituer un carnet d'adresses?
Est-ce qu'on cherche à exercer le métier qu'on a choisi de faire volontairement? Telle est la question de fond. Autant avoir 2, 3, 4 organes de presse de bonne facture, où on a des journalistes bien formés, qui distillent une très bonne information, ou du moins qui exercent leur métier de manière professionnelle, et les populations apprécient les retours, que d'avoir des myriades d'organes de presse où on trouve tout et n'importe quoi, au point où on ne sait même plus qui est journaliste, qui fait quoi, qui doit dire quoi, et comment et où. Donc, toutes ces questions-là sont des questions importantes si on veut répondre à la question que monsieur va vous poser. C'est ça, justement. Et moi, je suis fondamentalement attaché à la qualité qu'à la quantité. Pour ce faire, cela ne me gênerait nullement qu'on puisse supprimer les organes de presse qui n'exercent pas le métier parce qu'ils font autre chose. Je crois qu'il ne faut pas confondre journalisme et propagande. Ceux qui ont fait la propagande, qu'ils le fassent. Et je crois que les organes, les espaces pour faire la propagande existent. Ce n'est pas dans la corporation, ce n'est pas dans le métier de journalisme. Et il faut reconnaître que tout à l'heure, Télésphore a fait allusion à l'argent. La subvention de 500 millions qu'alloue l'État gabonais à la presse privée a été à l'origine de la création de plusieurs organes de presse. Oui. Donc, vous voyez que parce qu'il y a argent, beaucoup d'organes se sont créés au-delà et en marge des organes qui existaient déjà. Donc, moi je dirais, on ne va pas vider les organes de presse de ces journalistes qui ne sont pas bien formés, qui n'exercent pas correctement leur métier. Mais celui qui veut réellement se former, celui qui veut avoir une qualification ne s'ignore pas. Il y a des passerelles, j'insiste là-dessus, que ceux-là saisissent ces passerelles pour mieux se former et pour mieux exercer ces métiers. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, hein, comme le disait Télésphore, il y en a également qui se sont érigés en mercenaires de la plume. Et lorsqu'on parle déjà de mercenariat de la plume, ce n'est plus du journalisme. Et malheureusement, ces derniers sont très nombreux dans la corporation. Alors, tous les deux, vous invitez les journalistes à se former. Seul problème, c'est qu'au Gabon, il n'y a pratiquement pas de structure de formation. Le Gabon, dès les années 70, a lancé des écoles de formation, des écoles de formation des administrateurs civils, notamment, des magistrats, des enseignants, des personnels de la santé, a tout fait, finalement, même en termes de télécommunications, parce que le Gabon avait l'un des centres de formation en télécommunications les plus modernes, mais le Gabon a tout fait, sauf finalement créer une école de journalisme pour former les professionnels de la communication. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est tout simplement parce que les responsables ne savent pas exactement ce que c'est le métier de journalisme. On pense qu'être journaliste, c'est celui qui sait écrire un papier. C'est pas ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, si vous remarquez, toutes les fois où un responsable politique passe au gouvernement, la première chose qu'il fait quand il prend un conseiller en communication, c'est un journaliste. Mais c'est une erreur. En France, on ne voit quasiment pas, pour la France, pour citer ce pays, on ne voit quasiment pas ça. On fait la différence entre le journalisme et puis le métier même de communication, parce qu'il y a plusieurs branches. Le journalisme n'est qu'une branche de tout le domaine de la communication. Il y a plusieurs branches à l'intérieur. Mais être journaliste, ou bien être journaliste pour les autorités publiques, pour ceux qui ne savent pas, celui qui sait rédiger un papier. Mais ce n'est pas ça le journalisme. Donc du coup, dès le départ, la définition elle-même, elle est faussée. Au point où, lorsque les gens doivent maintenant prendre des décisions pour améliorer le niveau de formation, ou bien accompagner les journalistes dans leur métier, y compris dans le domaine de la régulation même, vous comprenez très bien qu'ils ne peuvent pas avoir tous les éléments, toute la volonté de mettre en place un centre de formation, puisque pour eux, la définition de base du journaliste est faussée. Elle est faussée. Alors, pour ce faire, il faut revenir. Jean-Pascal l'a dit, il faut laisser les pairs juger les confrères, à la limite, j'ai envie de dire. En sens que quelqu'un ne sait pas écrire un article de presse, mais comment voulez-vous qu'il apprécie? Où est-ce qu'il va apprendre? C'est ça la question. Au Gabon, on n'a pratiquement pas de structure de formation. Il faut partir d'un principe, hein, dans notre pays.
Et je le dis, il existe toujours ce primat du politique sur le reste. Tout à fait. Donc, le politique a bien voulu qu'il n'y ait pas d'école de formation, je me souviens à l'époque, mais quand même, l'État gabonais avait des conventions avec des écoles de formation de bonne facture. Il y avait le CESTI de Dakar, l'ESTIC de Yaoundé, l'ISTC de Côte d'Ivoire. Et à l'époque, au ministère de la Communication, il y avait une direction de la formation. Je ne sais pas si elle existe toujours. Non. Ça veut dire au moins que l'on avait déjà pensé à la formation en érigeant une direction de la formation au sein du ministère de la Communication. Laquelle direction n'existe plus aujourd'hui. Et il y avait des conventions avec ces écoles-là. Dernièrement, c'est peut-être vous qui me l'apprenez, je sais qu'il y avait un département au sein de l'université Omar Bongo, un département censé former les journalistes, mais je dis, ça a été mal pensé. Ça a été mal pensé parce que aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu la configuration des centres de formation des journalistes, c'est beaucoup plus des écoles que de départements d'une faculté. C'est beaucoup plus des écoles, parce que les programmes de formation ne sont pas les mêmes dans une école que dans un département d'une faculté. Donc, c'était mal pensé, et ces jeunes Gabonais et jeunes Gabonaises qui ont été formés dans ce département ne sont pas aptes aujourd'hui à pratiquer le métier de journaliste. Parce que justement, la formation de ces derniers a été orientée vers d'autres pans qu'une véritable formation professionnalisante qui les mettait directement aptes à assumer les responsabilités de journalistes au sein d'une rédaction. Donc moi je dis, ça a été mal pensé, et si d'aventure ce département disparaît, je ne sais pas si c'est le cas, si d'aventure... Nous allons en reparler tout à l'heure, voilà. Mais puisqu'on est un peu dans l'historique de la formation des journalistes au Gabon, il y a quand même le CUSPOD, vous allez me dire, duquel sont sortis des dizaines de professionnels, en tout cas, mais c'était avant tout un centre qui correspondait à un contexte de parti-État, il faut bien le dire. Aurait-il fallu laisser le CUSPOD prospérer malgré tout? Le CUSPOD qui a formé des dizaines et des dizaines de journalistes qui exercent aujourd'hui encore dans les médias publics. Moi, je dirais que la structure... Est-ce que ça a été une erreur de fermer le CUSPOD et finalement de rester sans centre de formation? Ça n'a pas été une erreur. Ça n'a pas été une erreur parce que la structure n'obéissait pas véritablement à la problématique de formation des journalistes. Le CUSPOD, c'était déjà l'école des cadres du Parti démocratique gabonais. C'était ça le CUSPOD. Et l'entrée au CUSPOD, je ne sais pas quel était le niveau d'entrée dans cette école et les diplômes qui sanctionnaient la formation des journalistes sortis de cette école, des cadres d'un parti politique. Moi, je dis, le CUSPOD aurait survécu, mais il fallait le réformer en adaptant les curricula d'enseignement à la demande réelle. Donc, il a été supprimé, mais il fallait qu'il soit supprimé au profit de la mise en place d'une véritable école de formation dont les curricula obéissaient à la demande, ce qui n'a pas été le cas. Alors, pas de centre de formation au Gabon. Les conventions qui reliaient le Gabon à certains établissements ont été pour la plupart suspendues. Que faut-il faire maintenant? Je crois que les solutions existent. Il n'y a pas de problème sans solution. Je pense qu'il y a des solutions qui existent, des solutions efficaces. Mais encore une fois de plus, il faut tenir compte de l'avis des professionnels du métier. Parce que nous avons des expériences diverses. Nous avons eu à pouvoir collaborer et côtoyer des responsables d'ailleurs. Nous avons eu à apprendre dans les écoles d'ailleurs. On a quand même vu ce que ça a pu donner. On a eu à faire des stages dans d'autres établissements. Donc, si on veut penser la communication au Gabon, du moins penser le journalisme au Gabon sans les journalistes, je crois on fera forcément fausse route. Parce que les problématiques même du métier, c'est nous qui les maîtrisons. C'est nous qui les vivons, c'est nous qui les connaissons. Alors, on peut repenser cela. Alors, il faut qu'on puisse prendre les choses très au sérieux. Y mettre la volonté et les moyens qui vont avec. Parce que je vous dis, au Gabon, des journalistes professionnels, il y en a et il y en a.
ils existent. On les connaît. Alors, quelquefois, le politique, quand il prend le dessus sur la réalité professionnelle, ça donne un mauvais rendu. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au Gabon. C'est ce qu'on est en train de vivre au Gabon. Et on ne peut pas parler de journalisme même professionnel sans parler de démocratie. Vous voyez? Est-ce que le journalisme professionnel encourage la démocratie? Oui, sous d'autres cieux. Mais au Gabon, est-ce qu'on veut de la démocratie? Si oui, dans ce cas-là, donc on prend des dispositions. Mais si on ne veut pas justement la démocratie, on va tuer le journaliste parce que le journaliste est le premier qui met en exergue les défaillances de tous les pays démocratiques, antidémocratiques. Oui? C'est justement ça. C'est-à-dire qu'il y a des parallèles qu'il faut à chaque fois lier, comprendre pourquoi tel pan de professionnel n'a pas été mis en valeur. Est-ce que ce n'est pas lié à d'autres contingents? Et quand vous faites bien, vous voyez que la politique n'est pas toujours loin. Ou même mieux, elle est même l'élément fondamental qui empêche de pouvoir avancer dans tel ou tel domaine. Au regard quand même des dispositions légales qui existent, au regard du besoin, au regard de la réalité sociopolitique, je ne pense pas que c'était de manière involontaire qu'on ait pu oublier le domaine du journalisme, les centres de formation de journalistes. Je ne pense pas. Je crois que c'était vraiment fait à dessein dans la mesure où le journalisme est le premier ennemi du dictateur ou de l'autocrate. Alors vous semblez lier toute l'activité du journaliste à la politique. Je voulais justement, par rapport à votre question, je voulais dire que le Gabon peut mettre en place une très bonne école de formation de journalistes. Ce n'est pas une fatalité. Le Gabon peut le faire. Nous, à l'UPF, avec le concours d'autres associations professionnelles, il y a quelque temps, nous avions institué un séminaire de formation tous les 3 mai, lors de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Malheureusement, on a mis un bémol par rapport au manque de moyens, parce qu'il y avait des bonnes volontés qui voulaient bien nous subventionner, mais c'était déjà un bon départ. Et je ne sais pas, je le souhaite que l'actuel ministre de la Communication puisse associer ces organisations professionnelles, parce que nous avons travaillé de concert avec le ministre Blaise Louembé, avec la ministre Denise Mekam, qui a bien voulu nous associer à la réflexion quant à l'organisation des États généraux de la communication. Moi, je souhaiterais que l'actuel ministre puisse convier non seulement les responsables, les cadres de son département, mais également l'ensemble des associations professionnelles du secteur de la communication, afin que nous puissions réfléchir. Dans ces groupes de personnes, il y a également des enseignants. Moi-même, j'enseigne du journalisme dans une école supérieure ici à Libreville. Nous avons des syllabus d'enseignement partant de la première année jusqu'en année de maîtrise, en année de Master 2, pour la formation des journalistes. Mais comme aujourd'hui, nous n'avons pas encore, du moins pour ce qui me concerne, lorsque je suis rentré de Paris, il était question que je fasse signer des conventions entre l'ESJ de Paris et certaines institutions d'enseignement au Gabon. Et pourquoi pas le ministère de la Communication, qui pourrait bénéficier de cette passerelle pour former les journalistes gabonais au niveau de l'École supérieure de journalisme de Paris. Mais pour ça, il faudrait bien évidemment qu'on s'asseye, qu'on y réfléchisse, parce que c'est ensemble que nous allons trouver des solutions adéquates à cet épineux problème de formation des journalistes dans notre pays. On va marquer une petite pause puisqu'on est arrivé au milieu de notre émission. Voilà, retour sur ce plateau. Il y a 25 ans, on était à la conférence nationale, et la conférence nationale a donné quand même naissance au CNC, a donné naissance à un certain nombre de structures et de lois qui ont permis de
donner de la valeur au métier de journaliste. Malheureusement, la conférence nationale et ceux qui par la suite ont dirigé les différents ministères, enfin le ministère de la Communication à certaines époques, n'ont pas pensé justement à la question de la formation des journalistes. Aujourd'hui, est-ce que le Gabon finalement a échoué parce qu'après 55 ans, ne pas avoir une école de journalisme dans un pays qui a quand même la télévision et la radio depuis presque 60 ans, est-ce que ce n'est pas un échec finalement, Jean-Pascal Ndong? Ben, écoutez, c'est un échec, hein. C'est un échec parce que, bon, déjà, vous parlez de CNC. Le CNC, je dirais que ça a été un marché de dupes. Ça a été un marché de dupes parce que lorsqu'on sort de la conférence nationale en 1990, regardez la configuration du CNC. Elle était de 9 membres, dont 3 désignés par la corporation. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ben, de façon subtile, les prérogatives qui avaient été accordées aux professionnels de notre secteur ont été retirés, mais de façon subtile. Avec la complicité peut-être des professionnels aussi. Bien sûr, parce qu'il y a un enchevêtrement de raisons politiques et ainsi de suite, mais toujours est-il que les 3 places que la corporation avait au sein de cette institution de régulation, nous les avons perdues. Aujourd'hui, 3 sont nommés par le président de la République, 3 par le président du Sénat et les 3 derniers par le président de l'Assemblée nationale. Alors, nous, professionnels de la communication, nous subissons aujourd'hui le CNC. Au niveau du ministère de la Communication, je disais bien, il y avait à l'époque une direction de la formation et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai moi-même bénéficié de l'appui de cette direction. À l'époque, elle était dirigée par la défunte Albertine Koumba, qui m'a fait participer au concours d'entrée à l'ISTC de Côte d'Ivoire, Institut des sciences et techniques de la communication. Vous voyez, c'est-à-dire que cette direction organisait des concours aussi bien externes qu'internes, que ceux qui étaient déjà en fonction aillent se perfectionner et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, tous ces mécanismes sont inexistants, ben, c'est un échec. C'est un échec. Maintenant, il ne faut pas se focaliser sur l'échec. Il faut maintenant chercher à réparer cela. Oui, on ne peut pas faire l'économie de la politique dans ces questions-là. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on voit aujourd'hui la création du Conseil national de la communication, qui a été fait au même moment que la Cour constitutionnelle du Gabon, il faut regarder le parcours des 2 institutions. Je crois qu'on se retrouve entre le jour et la nuit. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont maintenu une certaine forme de vivacité dans la mesure où on a tenu compte de l'expérience des personnes qui ont eu à servir l'État, y compris des hauts magistrats de ce pays. Donc, on garde encore l'esprit professionnel à l'intérieur de l'institution. Par contre, au niveau du CNC, comme Jean-Pascal l'a dit, on a vidé les professionnels. C'est-à-dire qu'on a enlevé la capacité des pairs de pouvoir choisir parmi les siens les meilleurs, du moins les professionnels qualifiés du domaine. Donc, insidieusement, on a tué en fait l'esprit, le moindre frein qu'il pourrait encore avoir dans tous les délires du choix des membres du CNC. Aujourd'hui, quand on observe avec toute l'objectivité la plus rigoureuse, est-ce que ces personnes-là sont qualifiées? Est-ce que ces personnes-là, quelqu'un qui ne sait pas rédiger un article de presse, mais comment vous voulez qu'il puisse apprécier ou évaluer un article de presse rédigé par un professionnel? Mais comment vous voulez? Comment est-ce possible? Ce sera bien difficile. Aujourd'hui, quand vous prenez les membres du CNC, vous observez toutes les dérives qu'on a dans le monde de la presse écrite, vous regardez les décisions qu'ils prennent par rapport à certains organes de presse, vous comprenez tout de suite que la politique prend le dessus sur le professionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les vit au quotidien. J'aimerais bien quand même revenir sur ma propre situation personnelle. J'ai été suspendu 6 mois pour un article de presse qui aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Il y a d'autres organes de presse qui ont fait pire que moi dans la question de traitement du sujet pour lequel j'ai été incriminé, j'étais censuré. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas censurés. Finalement, quel est le rôle du CNC? Il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Il y a une politique de 2 poids, 2 mesures.
Le pire, monsieur Mba, c'est que dans mon article de presse, je ne faisais que attirer l'attention des uns et des autres pour dire, si on oriente le débat dans ce sens-là, les conséquences seront dramatiques. Et aujourd'hui, on voit ces conséquences-là, qui sont périlleuses pour l'exécutif aujourd'hui. Alors, quelquefois, ce que je dis, cela relève de la capacité de ceux qui apprécient les articles de presse et qui sont qualifiés. Je ne pense pas. Si un professionnel du domaine regarde un article, il observe effectivement le manquement, techniquement, il vous le fera savoir. Mais si après, il a d'autres yeux, d'autres regards, d'autres visées, je peux vous garantir qu'on fausse le rôle même du CNC, on fausse l'émission du CNC et on ne peut qu'avoir la situation dans laquelle on se trouve. Il y a quand même eu des états généraux de la communication. C'était l'occasion de déballer tout ça, d'en parler. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que vous pensez que ça servait à quelque chose finalement, ces états généraux? Écoutez, nous avons été aux états généraux et bien avant la tenue des états généraux, nous avons travaillé pendant pratiquement 3 semaines à réfléchir sur le contenu des états généraux. Mais il faut déplorer le fait qu'au sortir de ces états généraux, encore une fois, la politique est prise le dessus. Parce que j'ai été aux états généraux. Et lorsqu'on clôture les états généraux, nous, experts, suggérons au pouvoir public de mettre en place un comité de suivi. Lorsqu'on met un comité de suivi des résolutions issues des états généraux, ce devait être un comité de professionnels. Parce que nous avons parlé du professionnalisme de notre corporation. Il y a même une proposition de liste de membres de ce comité de suivi qui était censé interpeller par étapes et à des différentes phases, interpeller le gouvernement quant à la mise en œuvre des résolutions issues des états généraux. Alors, la proposition que nous avons eu à faire a été balayée d'un revers de la main. Et des principes subjectifs ont repris le dessus. Tel journaliste est proche de tel parti politique et par conséquent, il ne devrait pas se... Vous voyez, et aujourd'hui, moi je me pose la question, où en est-on du travail que nous avons abattu pendant les états généraux? Je dirais 1 mois. Parce que la cérémonie en elle-même n'a duré que 3 jours. 3 ou 4 jours. Mais nous avons travaillé, nous avons mené un travail de réflexion pendant près de 3 semaines. Oui. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il revient au pouvoir public de mettre en application toutes les résolutions issues de ces états généraux. Oui. Mais malheureusement, ce comité de suivi n'a pas vu le jour parce qu'il s'est posé un problème d'homme que je qualifie de subjectif. Alors, nous allons revenir sur la question de la formation qui nous intéressait. Vous aviez abordé le sujet tout à l'heure concernant le département des sciences de l'information et de la communication. Alors, en 2008, le président Bongo Omar avait permis l'ouverture de ce département-là. Et c'est l'UNESCO, en fait, qui l'avait financé pendant les 2 ou 3 premières années. Aujourd'hui, le département est menacé de fermeture. C'est pourtant la seule structure publique qui existe pour le renforcement des capacités des journalistes ou pour la formation des jeunes qui veulent entrer dans la profession. Un commentaire sur la question. Alors, concernant le département communication de la faculté au niveau de l'université Omar Bongo, Ondimba, il faut dire ceci. Je crois que la formation commençait au niveau master, à ce que je sache. Master 1, oui. Master 1. Bon, Jean-Pascal a énoncé il faut des rudiments. Il faut suivre un cursus. Il faut suivre des programmes qu'on ne retrouve pas dans les facultés, mais qu'on retrouve dans les écoles de formation, dans les centres de formation. Quand on commence au niveau Master 1, vous voyez le degré de sélection, l'esprit sélectif. La politique d'écrémage est extrêmement violente. Elle est extrêmement violente, la politique d'écrémage, commençant en Master 1. Généralement, ceux qui travaillent dans certaines rédactions n'ont même pas le niveau requis pour prétendre arriver au niveau Master 1. Donc, vous voyez, déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça pose un problème. Vous disiez quelque chose de fondamental, quelque chose d'important tout à l'heure, là, en disant c'est l'UNESCO qui a financé les premières années.
Vous comprenez très bien qu'on va parler après un problème de budget. Avec la restriction budgétaire que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, vous comprenez très bien que ce n'est pas dans la communication, du moins le journalisme, où on ira verser des billes en priorité. Donc, naturellement, s'il y a des espaces qu'il faudra supprimer avant, c'est bien ces espaces-là. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui. Même si on évoque le problème d'enseignants, puisque c'est un département qui fonctionne avec des vacataires. Oui. Mais Jean-Pascal Ndon est là, docteur en sciences de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez été sollicité pour notamment corriger le manquement constaté dans la mobilisation du corps enseignant? Mais si Jean-Pascal est sollicité, il sera sollicité en tant que vacataire. Et comme vacataire, le vacataire coûte très cher. Donc, du coup, ça va toujours amener un problème de budget. Toujours, naturellement, ça va amener un problème de budget. Mais est-ce qu'il ne revenait pas finalement à l'Université Omar Bongo ou au ministère de la Communication, enfin au ministère de l'Enseignement supérieur, d'instituer le département comme un département tout à fait normal en recrutant des enseignants et en ouvrant un premier cycle? Oui, mais vous savez, ça allait faire double emploi parce que la plupart des enseignants de ce département étaient déjà des fonctionnaires. Donc, appartenant à d'autres ministère de la communication, par exemple. Alors, vous ne pouvez pas appartenir à deux ministères en même temps, sauf en situation de détachement. Mais vous voyez bien que le ministère de l'Enseignement supérieur ne pouvait plus recruter des fonctionnaires, parce qu'ils sont déjà fonctionnaires. Et c'est pourquoi je dis que la mise en place de ce département, je fais mienne les observations de Télésphore par rapport à la politique d'écrémage et ainsi de suite. Moi, je dis ça a été mal pensé. Aujourd'hui, le ministère de la Communication dispose d'une école actuellement, l'ENPT, je crois savoir, c'est une école. Et au sein de cette école, on peut mettre en place un programme de formation de journalistes. Cette école se trouve au Gros Bouquet, je crois savoir. L'ancienne école EPT. L'ancienne école, en ce moment, c'est une école qui a été réformée, l'ENPT. Je pense que le ministère, s'il le veut bien, peut regrouper les professionnels qui sont aptes à y dispenser des cours et mettre en place un programme de formation de journalistes qui prenne en compte la formation à un certain niveau, pas au niveau Master 1, parce qu'il faut donner la chance à tous ceux qui veulent se former dans le secteur de la communication. Et ces curricula, moi j'ai des curricula de formation de l'École supérieure de journalisme de Paris qui partent de la première année en Master 2. Donc, c'est un cursus complet. Et c'est cette opportunité qu'il faut offrir aux professionnels de la communication. Nous avons des professionnels en activité qui peuvent y faire de la formation continue. Nous avons également nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui, après le bac, pourraient également embrasser la carrière de journaliste en entrant dans une telle école dès la première année après le bac. Et justement, il y aurait un certain équilibre au niveau de la formation. Mais tout de même, est-ce que le Gabon ne ferait pas un pas en arrière en fermant ces structures, étant entendu que les propositions de création d'écoles ou de réaménagement, notamment des programmes à l'INPETIC, ne sont pas encore concrets? Est-ce que le Gabon ne ferait pas un pas en arrière en fermant ces structures maintenant? Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il y a nécessairement... il faut réformer les programmes. Même si on garde le département, mais moi je dis au niveau des programmes, il faut revoir le cursus et les programmes des enseignements qui y sont dispensés. Monsieur Ba, n'ayons jamais peur de pouvoir marquer le pas ou de reculer pour mieux sauter. Tout à l'heure, on posait la problématique des journalistes en disant pourquoi est-ce que ce n'est pas une entorse faite à la liberté de l'expression de la presse si on venait à supprimer certains organes de presse? Mais non, il faut de la qualité. Dans tout ce que nous faisons, il faut de la qualité. La quantité ne peut pas primer sur la qualité si réellement l'objectif est de pouvoir réussir ou de faire briller la corporation ou le métier que nous exerçons. Si on constate qu'il y a trop de problèmes qui se posent au niveau du département communication à la faculté, au niveau de l'université Omar Bongo, pourquoi ne pas marquer le pas, c'est-à-dire on arrête, on réfléchit. Jean-Pascal a proposé des solutions
pragmatiques. C'est-à-dire, elles sont réalistes. Il suffit juste d'avoir une volonté et des moyens. Des personnes qualifiées pour dispenser des enseignements de qualité existent. Les locaux pour pouvoir abriter, pouvoir recevoir les étudiants et les professionnels existent. Pourquoi ne pas marquer le pas et pouvoir mettre des propositions concrètes et pragmatiques en place? Qu'est-ce qui bloque d'après vous? Une fois de plus, je la question politique. Mais moi, je vous donnerai un autre exemple, puisque j'interviens auprès de l'UNESCO comme consultant pour des questions de renforcement de la capacité. Nous avons été au mois de juin formés tous les journalistes en poste dans le Goué maritime, à Port-Gentil. Nous avons fait une semaine de formation et nous avons décelé une réelle volonté de ces jeunes journalistes de parfaire leurs compétences en termes de formation. Et avec l'UNESCO, nous sommes en ce moment en train de réfléchir sur un projet de partenariat entre l'UNESCO et un établissement d'enseignement supérieur qui pourrait décerner des certificats. Bien sûr, la formation serait plus longue, elle ne durerait pas une semaine. La formation serait plus longue, étalée sur 1 an, et à l'issue de cette année de formation, l'établissement supérieur partenaire décernerait des certificats à ces jeunes journalistes qui en veulent réellement. Donc, comme le dit Télésphore, les solutions, les propositions, elles sont là. Les solutions, elles sont également là. Il suffit de se regrouper, de s'asseoir, de mener une réflexion et d'oser. Parce que dans toute chose, il faut oser. Nous avons un réel problème, c'est celui de la formation. Il n'existe en ce moment aucune école de formation de journalistes au Gabon. Je pense que l'actuel ministre aurait le mérite de mettre cela en place si d'aventure. Tout à fait. Alors nous sommes arrivés au thème de notre émission. Télésphore Bamougo, merci d'être venu. Un mot pour la fin. Qu'est-ce que vous souhaitez à la corporation aujourd'hui? Non, je souhaite vraiment que la qualité soit au rendez-vous. Je mets toujours la qualité au-dessus de la quantité dans la mesure où les objectifs doivent être atteints. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Qu'est-ce qu'on veut comme journaliste au niveau du Gabon? Qu'est-ce qu'on veut comme organe de presse crédible et sérieux qui peut concurrencer, ou du moins qui peut rivaliser avec le niveau de qualité des autres médias à l'international? Comme dit Jean-Pascal, les solutions existent. Il faut oser. Il faut oser. Merci Télésphore Bamougo. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Verbe d'Ngomo, journaliste et communicant. Vous avez tenu à le souligner. Jean-Pascal, un mot de fin. Bien, je voudrais commencer déjà par vous féliciter pour avoir organisé cette émission. Je suis très accro au débat qui concerne le développement de notre corporation. Parce que depuis des années, je mène ce combat, aussi bien pour le développement de cette corporation, c'est-à-dire tendre beaucoup plus vers cette qualité tant chère à Télésphore, et également défendre les intérêts de cette corporation et des membres qui animent cette corporation. Et je voudrais interpeller les pouvoirs publics quant à une véritable implication pour le développement de notre corporation. Merci. Merci Jean-Pascal. Je rappelle que vous êtes un ancien de TV+, ancien directeur général surtout de Radio Nostalgie. Vous êtes représentant de l'UPF. Président de l'UPF. Président de l'UPF, c'est-à-dire l'Union internationale de la presse francophone, et également représentant au Gabon de l'École supérieure de journalisme de Paris. Donc tous ceux qui veulent entrer dans cette école peuvent se rapprocher de vous. Bien évidemment. Bien évidemment. Merci de nous avoir regardés. Nous reviendrons très vite avec Jean-Pascal et Télésphore Bamougo sur ce même plateau pour évoquer la question tout aussi alléchante de la liberté de la presse au Gabon et des politiques publiques en faveur des médias. Pour l'heure, je vous souhaite d'agréables moments sur Canal 7, la télévision qui présente l'Afrique autrement.